général, la poignée de main du maréchal Pétain, qui a été un grand soldat à Verdun, maréchal de France. Qu'un maréchal de France serre la main d'un voyou, d'un criminel comme Hitler, alors là, ça passait pas. Je ne pouvais pas l'accepter. Alors, la résistance, c'est ça. J'ai été plongé dans la résistance avant même que le mot existe. C'était naturel pour moi. Je voulais être officier, il n'y avait plus d'armée. J'aimais la France, je voulais qu'elle soit victorieuse, elle était vaincue. Elle était occupée par des troupes ennemies. Et on avait faussé notre accord avec l'Angleterre. J'avais toutes les raisons de résister, c'était naturel, c'était comme ça. Voilà. Le mot n'existait pas encore. Car en 40, la résistance, il n'y avait pas de manuel d'écolier pour dire voilà ce qu'il faut faire pour être résistant, ça n'existait pas. Alors quoi faire? Et puis moi, quoi faire? Il y avait plus facile. Alors, je rencontre un étudiant en ville et on portait la faluche à l'époque. C'était un grand béret en velours avec des rubans qui indiquaient la couleur de la faculté. Il avait un ruban bleu en fond de Marie, là, un peu comme le t-shirt, votre t-shirt. Je lui dis, qu'est-ce que c'est? Il me dit, c'est l'Institut électrotechnique. Ah oui, je dis, tiens, j'étais à la fois littéraire et scientifique. J'avais le bac de philo et le bac de matériel. Il y avait 2 bacs à l'époque. Alors, mon père me dit, qu'est-ce que tu veux faire? De la pharmacie? On dit non, être derrière des bocaux, ça ne peut pas. Un médecin va soigner des malades, c'est mieux les gens bien portants. Et alors, je dis, bah, pourquoi pas l'Institut électrotechnique? C'est comme ça que plus tard, je suis devenu ingénieur électricien. Alors, dans le milieu étudiant, j'ai rencontré un garçon qui est encore en vie, que j'aime beaucoup. Il est un peu plus jeune que moi. Il avait un nom célèbre, il s'appelait Bernard de Gaulle. C'est un neveu du général. Il habitait rue Molière, à Grenoble. Et j'ai fait sa connaissance. Alors, évidemment, quand on s'appelle de Gaulle, on est gaulliste. Comme moi, j'ai été aussi, c'est bien tombé. Alors, on a commencé à faire de la résistance ensemble. Alors, la résistance, c'était à l'époque distribuer des tracts. On disait pourquoi on n'était pas d'accord. Et on les distribuait dans la faculté, puis dans les boîtes aux lettres. Finalement, on a tellement distribué que la police de l'époque s'en est quand même rendu compte, ils n'étaient pas fous. Ça s'appelait les renseignements généraux. Alors j'ai été fiché. Ah. Mais pas S. Pas S, ben non. Alors, il y a d'ailleurs un historien qui est un ami, un juif, qui s'appelle Tal Brutmann, que vous connaissez sans doute. Et Tal Brutmann a trouvé aux archives de Grenoble un papier, un document des renseignements généraux dans lequel il est marqué Pierre Gascon, gaulliste, distributeur de tracts, etc. Mauvais garçon. Mauvais garçon. Mon père m'a dit, écoute, il faudrait que tu prennes un peu le large, parce qu'il faisait de la résistance, et il le savait, et il avait appris que j'étais fiché. Alors je me suis engagé à Jeunesse et Montagne. Jeunesse et Montagne, c'était un avatar, c'est-à-dire une copie des chantiers de jeunesse de l'époque. Et je me suis donc engagé, j'ai été envoyé au comptable en Haute-Savoie. Alors, on faisait du ski, du bûcheronnage, on coupait des arbres, bref. Et c'était dirigé par des officiers de l'armée de l'air. Alors, ça se passait pas mal, c'était pas tellement désagréable, mais les Allemands,
au début de l'année 43, ont créé le STO, le service du travail obligatoire. Le front de l'Est, le front russe, leur demandait beaucoup de... Il y avait beaucoup de morts, beaucoup de tués, beaucoup de blessés, et ils avaient besoin de main-d'œuvre. Alors ils se sont dit pourquoi pas envoyer les Français travailler en Allemagne. Alors deux de mes camarades étaient intéressés par cette réforme et ils devaient partir en Allemagne. Ils se doutaient que je faisais de la résistance. Alors ils m'ont demandé si j'avais un moyen de les empêcher de partir en Allemagne. Alors j'ai appelé mon père, ça a l'air idiot, mais il n'y avait pas de portable. Et j'étais au Contamine, au pied d'un glacier. Il fallait descendre au Contamine, trouver un téléphone, parce qu'il n'y avait pas de portable. Enfin, j'ai réussi à appeler mon père, qui m'a dit, bon, ben tu descends avec tes deux amis, je m'en charge, mais prends tes affaires, parce que tu ne remontes pas au Contamine, c'est fini. Bon. Alors c'est ce qu'on a fait, et mon père s'est occupé des deux garçons, et moi, il m'a fait connaître une pharmacienne grenobloise, Isan-Luzet. Isan-Luzet était pas loin d'ici, elle avait une pharmacie contre Jaurès. Maintenant c'est le cours de la Libération. Et la pharmacie existe toujours, elle s'appelle la pharmacie du Dragon. Et Isan-Luzet était réellement un dragon de l'époque. C'était une femme formidable, peut-être pas très féminine, mais une femme comme ça, qui avait un courage d'acier et qui était en relation avec deux services de résistance. L'un, c'était avec les sœurs de Notre-Dame de Sion, dont la vocation a été, depuis la guerre, de cacher des juifs et de sauver des enfants juifs. Donc, je faisais de la résistance. Et elle était aussi en relation avec un homme tout à fait remarquable qui s'appelait le colonel Sarrazac-Soulage. On l'appelait Robert dans la résistance. Robert était le chef du réseau Périclès. Alors, j'ai connu, grâce à Isan-Luzet, j'ai connu le colonel Sarrazac-Soulage, on a discuté ensemble, on était évidemment d'accord à 100%, et il m'a intégré dans le réseau Périclès. Alors là, je suis rentré dans la clandestinité totale. Il m'a d'abord envoyé dans le Vercors pour lui faire un rapport sur la possibilité d'installer des maquis dans le Vercors. Alors j'ai passé 3 semaines dans le Vercors, au-dessus de la chapelle en Vercors et de Corançon, et je me suis promené dans tout le Vercors et je lui ai fait un rapport pas tellement favorable, au motif que le Vercors est une citadelle, mais il y a 7 entrées, il n'y en a pas 8, il n'y en a pas 9, il y en a 7. Il suffit de boucher les 7 entrées, vous êtes coincés, on ne peut plus vous évacuer. Or, la résistance, elle n'était pas en mesure de lutter contre l'armée allemande organisée avec des chars, des blindés, des gens très aguerris, etc. On devait faire des coups de main, des sabotages, et vite filer. On ne pouvait pas faire une bataille rangée avec les Allemands. Alors, pour fuir dans le Vercors, ben, c'est difficile. D'ailleurs, ça a été vérifié à la fin. Bon, alors, ce qui fait que mon colonel qui a lu mon rapport, il m'en a plus reparlé, mais il n'a pas installé de maquis dans le Vercors. Par conséquent, il a dû en tenir compte dans une certaine mesure. Et au contraire, les maquis ont été établis dans le Doubs et le Haut-Jura, parce que là, les facilités d'évacuation sont infiniment plus nombreuses que dans le Vercors ou même dans le Belgique. Alors,
Après, ils m'ont envoyé à Lyon, j'étais chargé, sous le pseudonyme de Gargantua, de ravitailler les maquis. Alors, il fallait faire des coups de bas sur les cartes d'alimentation de l'époque, dans les mairies, ensuite les transformer en colis et les envoyer dans les maquis. Alors ça, j'ai fait ça pendant 2 ou 3 mois. Et puis là, mon colonel est venu me voir, là, Robert, il m'a dit, écoute, je savais que tu préparais Saint-Cyr, donc tu voulais être officier. Il y a peut-être un moyen de devenir officier, ce serait... Il y avait 2 écoles de cadre à l'époque, dans le service Périclès, car le service Périclès, son rôle principal était de créer des cadres pour les maquis, pour encadrer les jeunes dans les maquis. Alors j'ai accepté, bien sûr, et il y avait une école de cadre à Barème dans les Hauts-Alpes et une dans Belledonne, au-dessus de Metz, c'est le maquis du Louvre. Je n'ai jamais su pourquoi il s'appelait le Louvre. Enfin bref, j'ai fait mes classes, et je suis très fier parce que j'étais sorti major de la promotion, et j'étais sous-lieutenant. Voilà. Donc j'étais officier de l'armée française, et on m'a envoyé dans le maquis avec 2 autres camarades, dont je vais vous dire les noms, parce qu'ils ont une certaine importance. L'un s'appelait Rémi, l'autre Christian. Et on devait partir pour les maquis du tout. Par conséquent, on a pris le train à Grenoble pour Lyon. Lyon, on devait changer, etc. Et il se trouve qu'à la Verpillière, le train s'arrêtait presque à toutes les gares à l'époque. À Verpillière, c'est-à-dire à une vingtaine de kilomètres de Lyon, il y a un feldgendarme qui est monté en pneu avec la grande plaque en fer, là, avec feldgendarmerie. Et puis avec lui sont montés des civils. Alors il a contrôlé les papiers. On avait comme ordre d'avoir des papiers en règle, ils étaient faux et en règle. Moi j'ai été rapatrié du Stalag d'Ismé, il y avait tous les tampons allemands. Alors le gars contrôle mes papiers, il dit rien, il contrôle Rémi qui était à côté de moi. Christian, lui, avait pu être dans un compartiment. Rémi est contrôlé, il avait malheureusement, je dis malheureusement parce que ça lui a coûté la vie, il est mort à Montreval, il n'était pas en règle, alors l'Allemand a voulu l'arrêter, alors lui il a sorti son revolver. L'Allemand lui a pris la main, ils se tenaient tous les deux la main. Bon. Alors j'ai dit, il faut régler le problème, j'ai commencé à prendre l'Allemand à la gorge, mais manque de chance, les civils qui étaient montés à la Verpillière derrière l'Allemand étaient des agents de la Gestapo en civil. Alors je me suis retrouvé avec 2 revolvers dans le dos et la question était réglée. Bon, je me suis retrouvé à Perrache, de là on m'a mis dans les mains d'un beau gaillard allemand, un Feldwebel, qui m'a emmené à la Gestapo à Lyon, avenue Berthelot. C'est là où il y avait la Gestapo, c'était une ancienne école de santé militaire de l'armée française. Et le soir, je couchais au Fort Montluc, dans une cellule avec deux autres garçons que je ne connaissais pas. Alors, Montluc, c'était pas agréable, pour vous donner une idée, pour se distraire, on faisait des courses de punaises. Des punaises, il y en avait réellement au moins une vingtaine par individu. On faisait des courses de punaises pour se distraire. Et il y avait d'autres formes de distraction, mais celle-là n'était pas très agréable. C'était quand le matin, on vous appelait, on vous amenait à la Gestapo pour l'interrogatoire. Alors, je ne veux pas faire de la sensiblerie, mais disons que les interrogatoires étaient musclés. Hein. Quand on sortait de là,
dans un état quelquefois un peu combatteur. Bref, je passe 2 ou 3 interrogatoires avec quelques petites tortures à la clé. Et finalement, ils me disaient toujours, les Allemands, vous êtes terroriste, terroriste. Je dis non, je ne suis pas terroriste. Là, c'est, vous avez de faux papiers, donc vous êtes terroriste. Parce que la police allemande, ce n'était pas des imbéciles, hein, ils savaient très bien faire. Ils avaient vérifié auprès du Stalag d'Ismay si le Stalag d'Ismay, Gascon que le pas. Donc ils avaient su que les papiers étaient faux. On avait dit, vous avez de faux papiers, donc faux papiers terroristes. Et à ce moment, j'ai eu l'idée, je leur ai dit, mais après tout, si j'ai de faux papiers, c'est pas parce que je suis terroriste, c'est parce que je suis recherché par la police française. La police française sait que je suis déserteur de Jeunesse et Montagne, puisque j'avais quitté les contaminés avec mes 2 amis. Et par conséquent, j'étais recherché. Alors, du coup, les Allemands ne savaient plus tellement bien si j'étais vraiment terroriste, si je l'étais pas, si je l'étais un peu, si... Ils ne savaient plus. Alors, ça m'a évité la baignoire, parce que c'est pas un truc très agréable. Et finalement, ils se sont dit, on ne sait pas quoi en foutre, hein. Allez hop, bon, il est jeune, il est costaud, il est fait tout à fait pour être déporté. Alors, un matin, on vient me chercher, puis on nous amène quelques-uns de Montluc à Perrache, dans un train. C'est pas des wagons à bestiaux, là, c'était un train normal, pour nous amener à Paris et de là à Compiègne. Compiègne, c'était le lieu de rassemblement avant les départs en Allemagne. Alors, j'ai eu la surprise énorme de m'asseoir à côté de mon père. Je lui ai dit, mais tu as arrêté? Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, bah oui, j'ai arrêté il y avait 8 jours, 10 jours. Il avait été dénoncé, sans aucun doute. Et il avait donc été arrêté. Il avait été aussi à Montluc, mais il n'était pas en cellule, il était dans un autre endroit de Montluc. Et on s'est retrouvés à Compiègne. Alors, on est resté là une quinzaine de jours. Et puis un matin, on est parti pour Brunswick. Alors là, on a tout de suite compris. À Compiègne, c'était la Wehrmacht. Disons que c'était un internement, mais les coups, les chiens, et on monte dans les wagons. Une centaine par rue. Les wagons à bestiaux, on y mettait des chevaux, 6 chevaux à l'an. Je ne sais pas combien on y mettait de vaches, mais on y mettait 100 personnes et j'ai garanti qu'on était serrés. Ça a duré 3 jours, sans manger bien sûr, avec pour faire ses besoins une espèce de bidon de pétrole au milieu. En plus, il y a eu une tentative d'évasion, alors les Allemands nous ont fait descendre dans une gare et nous ont fait mettre complètement à poil. Comme à sa naissance. Alors, on est arrivé ainsi à Beaureval, à poil. Là, ils avaient mis les effets que les gens avaient quittés. Ils les ont mis sur le c'était pas un quai, hein, c'était des voies de chemin de fer. Et alors, chacun a pris un pantalon, une veste, ce qu'il trouvait. Moi, j'avais un pantalon qui me révélable, enfin bon. Et on a été pris en charge par les SS, j'aime autant vous dire que ça cognait et il fallait aller vite. Alors là, on rentre dans un bâtiment qui s'appelle l'effectif Carber. On vous remet à poil, on passe son temps à poil. On vous remet à poil, et là, il y avait des Russes avec des tondeuses électriques qui vous rasaient tous les poils. Les cheveux, tout. Et puis après, vous passez dans un bain
un genre de grésil, c'était soi-disant un désinfectant, ouais, c'est marronasse. On sortait de là, bien sûr, il n'y avait rien pour s'essuyer. Et on vous donnait à ce moment-là votre costume. Voilà on avait ça, le pantalon rayé. C'était le smoking du camp. Bon, alors une fois qu'on avait touché ça, on vous donnait un triangle rouge, car il fallait mettre le triangle. La couleur indiquait le pourquoi on était là. Le rouge, c'était les policiers. Le vert, les droits communs. Les noirs, ceux qui croyaient à rien. Le rose, les homosexuels. Car en France, ce n'était pas un délit, mais en Allemagne, l'homosexualité était un crime. Un délit. Ils étaient donc condamnés. Et puis, on vous donnait votre numéro. Moi, je me suis retrouvé avec le numéro 30610. On l'avait à la fois là et sur le pantalon sur le côté. Bien. Et alors là, vous avez dans une partie du camp. Le camp de Buchenwald était composé d'un ensemble important. Hein. Il y avait d'abord les casernes SS, parce qu'il y avait réellement beaucoup de SS dans le camp. La villa du Reichsführer qui commandait le camp, le Lagerführer, qui était un colonel SS, et puis 2 usines en construction. L'une s'appelait la Gustloff, l'autre la Bilbao. Ensuite le grand camp, où là il y avait des baraques, des blocs organisés, une place d'appel, et le petit camp. Alors, la vie dans le grand camp était pénible, dure, difficile, mortelle. Et celle dans le petit camp, c'était effroyable. C'était des baraquements très très longs. On était, je ne sais pas, plusieurs centaines par bâtiment. On ne pouvait pratiquement pas dormir. Il n'y avait pratiquement rien à manger. Pour aller faire ses besoins, j'aime autant vous dire que la promiscuité était totale. Il y avait un bâtiment avec une grande fosse en V, avec une bordure en bois. On s'asseyait tous à la file. Il y avait des gens qui avaient la dysenterie, j'aime autant vous dire que c'était effroyable. La vie dans le petit camp était quelque chose de presque insurmontable. Alors, si je suis resté environ 3 semaines, et puis, là, les Allemands m'ont interrogé, ils ont interrogé mon père également, et ils m'ont demandé ce que je faisais. J'ai menti effrontément. J'ai dit, oh, mais je suis ingénieur de l'Institut électrotechnique de Grenoble. Ah, Polytechnique, de Grenoble? Oh, ya, Herr Docteur. Et ils m'ont balancé tout de suite comme ingénieur en chef. J'ai jamais fait le métier d'ingénieur en chef, d'ailleurs. J'étais chargé de faire des soudures. Et malheureusement, mon père j'avais dit à mon père, tu dis n'importe quoi, que tu es plombier, fraiseur, menuisier, ou je sais pas quoi, un métier manuel. Et il a dit, je suis directeur financier de l'établissement Clément Maillard. Je vais autant vous dire que les Allemands, ils n'avaient rien à en faire. Hein. Alors, lui, il est parti dans un transport, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et voilà, on arrive dans le camp. Alors, moi, là, je suis buté dans le petit camp, dans le grand camp. Et de là, l'usine, c'était fini d'être installée, j'ai été à l'usine. Alors, quelle est la vie dans le camp? Lever vers 5h, 5h30, place d'appel. L'appel du matin était assez court,
Parce que les Allemands avaient envie qu'on aille au travail, et par conséquent, il ne fallait pas nous traîner sur un place d'appel. Ensuite, on allait au boulot. Auparavant, on vous avait donné le matin votre repas de la journée. Ça consistait au début en un tiers de boule. La boule, c'est pas une boule ronde. La boule de pain allemande, c'est comme un cake, c'est la forme d'un cake. Alors on avait un tiers de boule. 3 mois après, on a eu le 6e. Parce que les Allemands avaient des restrictions. Alors on en profitait. C'est la seule chose dont on a profité d'ailleurs. Et c'est ainsi que on partait avec son tiers de boule, un bâton de margarine, Tafel margarine. Ça n'avait pas de goût, mais enfin, il paraît qu'il y avait de la matière grasse. Et on avait le droit à un bol de ce qu'ils appelaient du café. Il n'y avait pas un gramme de café. C'était des ersatz. Voilà. On travaillait jusqu'à 5 h du soir. Là, on rentrait. On allait au bloc. On avait droit à 1 litre de soupe. Au début, la soupe était assez épaisse. Mais au fur et à mesure, elle se dégradait parce que les Allemands avaient eux-mêmes des restrictions. Et dans les 10 derniers mois du camp, dans les 6 derniers mois, c'était de la soupe rutabaga. Alors le rutabaga, 1 fois ça va, 2 fois ça passe, 3 fois ça commence à être difficile, mais toujours, alors là c'est pénible. C'est d'autant plus pénible que ça a un effet sur certains de mes camarades, ça leur a flanqué la dysenterie. Or, la dysenterie, qu'est-ce que c'est? On va à la selle en continuité, on perd de l'eau. Vous savez que notre corps est fait de 60% d'eau. Alors quand l'eau s'en va, la vie s'en va avec. Parce qu'il n'y avait rien pour la remplacer, et pas de médicaments, il n'y avait rien. Alors que la dysenterie en France, on vous donne un médicament, et 3 jours après vous êtes guéri. La dysenterie là-bas, 3 jours après vous étiez mort. Alors, les morts, ça dégringolait. Hein. La fumée du crématoire, ça n'arrêtait pas. Alors, voilà la part de vie dans le camp. Mais vous allez me dire, vous avez du coup travaillé pour les Allemands. Oui, enfin d'une drôle de façon. Parce qu'on avait réussi à trouver le moyen de s'aborder, de saper tous les travaux qu'on faisait. Je travaillais donc, je faisais des soudures sur des postes émetteurs-récepteurs pour les V1 et les V2. On avait trouvé le système pour fausser, je ne vous fais pas un cours d'électricité, mais les moyennes fréquences. Le résultat, c'était que quand on mettait ça dans une fusée, la fusée partait, mais elle ne savait pas où elle allait. Alors elle tombait de monte. Enfin les nôtres, parce qu'il y en a qui ont été fabriqués par les Allemands qui sont arrivés en Angleterre. Mais les nôtres ne sont jamais arrivés. Ensuite, il y avait la possibilité de communiquer avec les Anglais. Petit à petit, on avait rentré des armes, parce que la Gustloff, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les Gustloff fabriquaient des armes conventionnelles, hein, des fusils, des mitraillettes, des mitrailleuses, etc. Et là, Bilbao, l'usine dans laquelle j'étais, faisait des postes émetteurs-récepteurs pour les V1 et les V2. Alors, j'ai pu, comme ça, réellement faire du sabotage intégral. Les Allemands s'en sont aperçus à un moment, parce qu'ils se disaient il y a des fusées qui n'arrivent pas, il y a quelque chose d'anormal. Mais ils n'ont jamais trouvé. Parce que ça avait été très astucieux, ce qu'on avait réussi à faire. Quant à la V1, c'est pas une fusée, la V1. C'est une bombe autoportée, on dirait presque maintenant un drone. C'est une espèce de petit avion à réaction. Il y avait un statoréacteur, et à l'avant, il y avait une hélice. L'hélice n'était pas fait pour faire marcher la fusée, c'était au contraire la vitesse de la fusée qui la faisait tourner. Et elle entraînait un gyroscope. Vous savez ce que c'est qu'un gyroscope, hein? Ça tourne à toute vitesse, on le met dans le branchement. On avait trouvé le système pour bloquer au bout de 5-6 minutes le fonctionnement
de l'hélice. Résultat, la fusée à ce moment-là était sans direction. Elle tombait où elle tombait. Alors il y en a qui sont peut-être tombés en Angleterre, d'autres beaucoup dans la mer, enfin bref. On sabotait au maximum. Et on avait donc monté, petit à petit, on avait monté un poste émetteur-récepteur dans le camp, à l'intérieur du camp. Les Allemands le savaient, parce qu'ils ont repéré quelques émissions, ils sont pas fous. Et il y avait une voiture Godio, alors, vous savez, avec le cadran gyroscopique là, qui tourne et qui vérifie d'où viennent les ondes. Mais on émettait très peu, on recevait tous les jours. On était en relation avec la BBC. Alors on a pu les informer de ce qui se passait dans le camp. Et eux, ils nous ont demandé des renseignements qu'on leur a fournis. Et ils nous disaient où ils en étaient. C'est ainsi que, le 7 juin, j'ai appris par la BBC que le débarquement avait eu lieu le 6 juin. Les Allemands ne l'avaient pas annoncé à la radio. Ils ont mis 3 jours pour l'annoncer. Parce qu'ils se sont dit, on va les rejeter à la mer, 3 jours sera fini. Et dans 3 jours, la tête de pont, elle tenait toujours. Alors, je me suis fait le plaisir de dire à mon contremaître, qui n'était pas un SS, hein, je n'aurais pas dit un SS, qui était un civil allemand qui contrôlait, c'était un droit de tube. Il avait été blessé quelque part, il ne pouvait plus être aux armées, on avait foutu là. Et je lui ai dit, ben, vous êtes foutus, vous êtes raclés, capoute, Deutsch capoute, Warum, pourquoi? Les Américains ont débarqué. Non, c'est pas vrai. Ben, je dis, si, c'est vrai. 3 jours après, les Allemands l'ont annoncé. Ah, il est venu me voir, lui. C'est vrai? Je dis, ah, comment vous l'avez su? Oh, j'ai su mon petit doigt. Il y a des rumeurs dans le camp. Hein. Enfin bref, il n'a pas demandé plus. Alors, c'est des petites joies qu'on avait dans le camp. Et c'est ainsi que j'ai pu atteindre la libération du camp. Mais auparavant, je dois vous dire que mon père était parti au camp de Dora. Dora, c'est un camp qui n'existait pas à l'heure actuelle. À Dora, c'est-à-dire à Nordhausen, c'est la commune de Nordhausen en Allemagne, qui était une centaine de kilomètres au nord de Montréal, de Weimar. Il y avait 2 anciennes carrières qui étaient des tunnels dans la forêt du Harz. Et comme les Anglais avaient bombardé l'usine qui fabriquait les V1 et les V2 à Penmoon, sur les bords de la mer Baltique, ils se sont dit, eh ben, on va les mettre à l'abri à l'intérieur, mais il fallait aménager les tunnels qui n'étaient pas faits pour ça. Et Dora, au début, c'était la vie du premier jour au dernier jour, du matin jusqu'au soir et même la nuit, les détenus couchaient, vivaient, faisaient tout dans le tunnel. Ils ne sortaient pas du tunnel, il n'y avait pas de baraque, il n'y avait rien. Plus tard, des baraques ont été installées, un crématoire a été installé, etc. Mais à l'époque où mon père était, c'est-à-dire au tout début, personne ne se réveille. Il n'a jamais vu le jour depuis qu'il est rentré, quelque temps où il est mort. Les gens duraient 2-3 mois. Mon père a tenu 3 mois. Il est mort, je vous dirai comment je l'ai su, le 12 février 1944. Parce qu'un jour, on pouvait recevoir soi-disant des colis. J'en ai reçu 3 en 18 mois. Et un jour, on me remet un colis, Gascon, mais 30 611, numéro matricule. C'était le matricule de mon père, moi c'était 30 610. Alors je l'ai reporté
au bloc où les Allemands s'occupaient de ça, des détenus. Hein. Et l'Allemand qui me reçoit, il avait au moins une cinquantaine d'années, il me regarde, il prend une fiche, et là, Taïtot, il est mort. C'est comme ça et il m'a donné la date. C'est ainsi qu'au camp, j'ai appris que mon père était mort au camp de Dora. Bon, ben, vous imaginez le choc. Bon. On survit à tous les chocs. Heureusement, il a su que Bala, on l'appelait Bala entre nous, que Bala était prisonnier à Broda, à Dora, il a fait, il ne pouvait pas le faire libérer, il n'avait pas la... C'est pas Himmler, hein. Mais il l'a fait rapatrier au camp et il lui a donné un rôle, au fond, qui lui sauvait la vie et qui nous a permis de faire de la résistance, parce qu'il était protégé, au fond. Il l'a chargé de faire des études sur le typhus. C'était très intelligent, ça, parce que typhus, c'est dramatique, mais il fallait des lapins pour faire des essais. Alors, j'ai mangé qu'une seule fois de la viande à Mourelvan dans 18 mois. C'est quand Bala Choquet m'a dit « je voudrais te voir ». Alors je suis allé le voir, et il m'a fait manger une cuisse de lapin. Il m'a dit « tu sais, celui-là, il n'a pas eu les expériences. » C'est la seule fois où j'ai mangé quelque chose de bon à vendre. Et Balachowski avait su par les Alliés qu'ils allaient bombarder le camp, et il voulait sauver ceux qui faisaient de la résistance. Alors, c'est ainsi que moi et quelques autres, il nous a dit « tel jour, vous n'allez pas travailler ». Et il nous a fait remettre un billet de Cholou, c'était le repos. On avait le droit avec ça. Voilà. Alors le camp a été bombardé, pas le camp, les usines, les casernes SS. Il y a eu plus de morts SS que de déportés, mais il y a eu quand même des dégâts collatéraux. Et les usines ont été complètement nettoyées. Alors là, les Anglais, c'est les Anglais qui ont bombardé. C'était des bombardiers, les Blenheim. Ils passaient, pour être précis, ils passaient très bas. On voyait les soutes s'ouvrir et puis les bombes tomber comme ça. Moi, j'étais réjoui. Pour une fois, ils en prennent plein là. Bon. Et alors, je me suis dit, j'avais plus de travail, j'étais chômeur. L'usine était détruite. Alors, Balachowski m'a dit, il m'a fait intégrer un commando à l'intérieur du camp. C'est ainsi que on connaissait par notre radio l'avance alliée. Et quelque chose qui est symptomatique, vous savez, on est fait chez nous, il y a le spirituel et le temporel, le physique et le moral. Hein. Il y a toujours cette dualité entre nous. Et c'est le moral qui fait la résistance, plus que le physique. Le physique aide, mais c'est le moral qui est la source principale. Alors, ouais, il se trouve que je suis par nature optimiste, je ne sais pas ce que c'est que le stress, donc par conséquent, j'avais le moral à tout casser. Et puis je me suis dit, les Alliés ont débarqué, ça va, on va gagner. Et la plupart des déportés, quand ils ont su ça, ils avaient le moral qui remontait. Autrement dit, il y avait un peu moins de morts dans le camp. Le moral les tenait. Enfin, on va être libérés. Et puis, en décembre 1944, les Allemands ont contre-attaqué d'une manière très violente en Belgique, à Bastogne. Ils ont même tellement fait des progrès qu'ils avaient encerclé une partie de l'armée américaine à Bastogne. Et il a fallu que le maréchal Eisenhower donne l'ordre au général Patton d'obliquer sur l'ouest
pour venir sauver les Américains qui étaient encerclés à Bastogne. Alors que les Allemands avaient mis 3 jours pour faire état du débarquement en Normandie, là j'aime autant vous dire qu'ils claironnaient la victoire tous les soirs à la radio. D'habitude, dans le camp, il y avait 1500 morts, grosso modo, par mois. Au mois de janvier, à la suite du mois de décembre, il y en a eu 3000. Alors pourquoi? Parce que ceux dont le moral était un peu remonté, parce qu'ils ont dit les Alliés ont débarqué, on va être libérés, ils se sont dit ça y est, c'est foutu, on est reparti pour un tour, on sera jamais sauvés. Ils ont lâché les raids et ils sont morts. Alors, il se trouve que les Alliés avançaient, la radio m'avait informé, et je savais qu'on était à 2 doigts de notre libération. Les Alliés étaient à Erfurt, à quelques kilomètres de Buchenwald, de Weimar. Et le 8 avril, le camp a été libéré le 11 avril 1945. Le 8 avril, je me suis retrouvé sur la place d'Appel avec quelques Français, et puis, je sais pas, quelques billets de Russes, pour une évacuation. Vous savez, qu'on appelait maintenant les marches de la mort. Le nom n'est pas volé parce qu'il y en a eu pas mal de morts dans ces évacuations. Et alors là, on est parti à pied à Weimar. Weimar, Buchenwald, c'est 8 km, c'est pas long. On nous a mis dans des wagons, heureusement, des wagons découverts. C'était des wagons minéraliers pour mettre des minerais, des charbons, etc. Alors l'inconvénient, c'est qu'on avait froid la nuit, mais l'avantage, c'est qu'on pouvait respirer. Et puis qu'on voyait, on avait la lumière. Ah. Alors là, on est parti, et on a su plus tard, et là on ne nous a pas dit où on allait, mais on a su plus tard, ils voulaient nous emmener à Flossenburg. Flossenburg était un camp d'extermination. Enfin, là aussi, ils avaient pensé pouvoir nous exterminer, parce que c'était l'ordre de Himmler, qui était le chef de la police allemande, qui avait dit aucun des Français ne doit rentrer vivant. Alors, on est parti et on n'est jamais arrivé à Flossenburg parce que les Alliés bombardaient en permanence. Mais en permanence. On entendait des bombardements toute la journée. Les voies de communication, les nœuds ferroviaires, les gares, Alors, ce qui fait que notre train partait dans une direction, puis c'était bombardé. Alors, il partait dans une autre, c'était bombardé. Alors, on a fait une espèce de courbe invraisemblable. On a été en Tchécoslovaquie, on a traversé les monts des Sudètes. Les monts des Sudètes, c'est ce qui fait la séparation entre l'Allemagne, la véritable Allemagne et la Tchécoslovaquie ancienne. Maintenant, c'est la Tchéquie. Et alors là, on est passé de là jusqu'à Zell. On s'est retrouvé finalement à Plattling, dans une ville frontière de Bavière. Parce qu'entre-temps, on a été sur les monts du Danube, on s'est arrêté dans une ville qui s'appelle Komotao. Et là, on m'a fait descendre et on m'a affecté à un commando qui était chargé en principe de réparer les voies. J'aime autant vous dire qu'il y avait du boulot. Mais on n'a réparé rien du tout. On a été on a fait des espèces de zigzags. On s'est retrouvé un soir à Salzbourg, en Autriche. Ça, c'était dans courant d'avril. Et là, on attendait l'armée américaine, parce que un jour, on travaillait sur une voie ferrée, enfin, on travaillait. Oui, on était rien du tout. Hein. D'ailleurs, on n'était pas équipés pour travailler, on n'avait rien pour travailler. Alors,
Là, le SS était là, d'habitude c'était des brutes épaisses. Là, il disait rien. Il faisait froid, il y avait du grésil sur les voies ferrées. On s'est dit, tiens, si on casse le bois, si on fait un feu, on a fait le feu. On s'est dit, on va prendre un coup de goubi. Le goubi, c'était la matraque de l'époque. Non, rien, le SS est dû chauffer. On s'est dit, oh là là, l'atmosphère a changé, là, il y a quelque chose de nouveau. On entendait au loin un bruit de... Alors on lui a posé la question. On lui a dit, c'est américain, la guerre, c'est bombing, c'est bombing, oui, en effet. Et on lui dit, so, combien, 50 km, non? Non, 20 km. Ouh. On s'est dit, si les Américains sont à 26 km, alors là, ça commence à se rapprocher. Ça s'est tellement rapproché que le soir, le commando Führer, le Oberführer Einficker, je connais son nom, j'ai même sa signature, qui était notre commandant SS, nous réunis avec les SS qui étaient là. Comme je vous l'ai dit, on connaissait l'ordre d'Himmler, on s'est dit, qu'est-ce que... Il parle en allemand, moi je ne comprenais pas. Mon camarade Jacques Lamy comprenait un peu. J'ai vu qu'il avait l'air perplexe. Alors quand l'autre a fini, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il a dit? Et il a dit que, alors là, quelque chose d'invraisemblable. Einficker, le commandant Führer, il avait tout pouvoir. Il n'avait qu'à donner un ordre, c'était fini, on ne parlait plus. Il essayait auprès de nous de se justifier de son départ parce qu'il partait le soir même. Bien sûr qu'il foutait le camp. Mais il n'a pas dit. Il se justifiait en nous disant qu'il y avait eu un accord entre les Allemands et les Alliés pour se retourner contre les Russes. C'était complètement idiot. On l'a pas cru un seul instant. Mais c'était tout ça pour se justifier auprès de détenus dont il avait la charge et qui pouvaient liquider. Il suffisait qu'ils disent « frère » et nous étions tous morts. Ben non. Alors le soir, il est parti. D'autres se sont accompagnés. Et le soir, il n'y avait plus qu'un SS. On s'est dit pourquoi celui-là il reste. Alors avec Jacques Lamy, on était assis sur les bords de notre wagon. Alors le SS a vu qu'on regardait, il pense au fusil, il arme. On s'est dit, on allait rentrer les pieds. Là-bas, l'éjecte, il prend ostensiblement. Alors, une cigarette, il le met dans le canon et il ferme. On s'est dit, ça veut dire quelque chose. Alors, on est allé le voir. Alors, on lui parle. Jacques Lamy essaie de lui parler en allemand. L'autre, il répond en excellent français. Cassez pas la tête par les Français. Je suis tchèque. C'est pas là. Il avait été enrôlé, parce qu'à la fin, les Allemands enrôlaient n'importe qui. Il avait été garçon de café à Paris. Alors, il a dit, vous pouvez parler français, qu'est-ce que je fais? Il a dit. Bon, on lui dit, tâche de trouver des habits civils, puis tire-toi. Alors, le lendemain matin, il n'y avait plus un SS, il n'y avait plus un Allemand, et il y avait un char américain sur la voie, qui surplombait notre voie de gare. C'est ainsi que le 6 mai, c'est-à-dire 2 jours avant l'armistice, nous avons été libérés par l'armée du général Patton, à qui je voue une admiration sans borne, je puis vous le dire.
Et comme j'ai des petits-enfants américains, j'ai une fille qui est mariée à un Américain, plusieurs fois j'ai été aux États-Unis, et dans des réunions où il y a des Américains, je leur dis généralement, je rends hommage aux GI qui m'ont tiré de Bourneval et aux GI qui m'ont tiré de Salzbourg. Merci l'Amérique. Voilà un peu mon histoire, mes aventures qui sont terminées depuis longtemps maintenant. J'avoue qu'à votre âge, je n'aurais jamais pensé pouvoir atteindre l'âge respectable de 97 ans, car je les aurai demain. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le cri du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les douleurs, à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Vous savez pourquoi je me suis mis debout? Parce que pour moi, c'est pareil que la Marseillaise.
Merci. C'est très émouvant. Bon, vous allez prendre ton petit poliment et on va mettre M. Gaston. On repassera demain ce qu'on avait prévu aujourd'hui, c'est pas un problème. D'accord? Allez. Tu viens demain aussi? Non, nous on prend qui allons faire. Voilà. D'accord? On dit des au revoir poliment. Tranquillement. Merci beaucoup. Comme tu veux. Allez, oui, je fais. Je trahirai demain. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles. Je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le goût de mon courage. Moi, je sais. Vous êtes 5 mains dures avec des bagues et vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Demain. Ah, merci. Bravo. Vous pouvez vous asseoir, hein? Ah, sinon elle a les fleurs. Installez-vous là. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, à la balle et au couteau, tu évites. Les saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine, la frousse, c'est la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?
Vous savez pourquoi je me suis mis debout? Parce que pour moi, c'est pareil que la Marseillaise. Merci. C'est très émouvant. Oh là, chemin de résistance et résistance en chemin, et on a travaillé sur l'expression plastique du mot résister. D'accord, et alors? Résister, c'est... On a cherché des verbes, etc. C'est se dévoiler, c'est s'exprimer, c'est qu'est-ce qu'on a trouvé encore? C'est chanter, danser. S'exprimer, c'est se démarquer. S'exprimer, c'est créer. Puis d'autres, et puis ils ont donné une expression plastique à leur choix de mots. Voilà. Merci.